Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons notre chemin dans le module de gestion des ressources humaines. Et dans la partie suivante, nous allons voir d'autres thématiques en rapport avec ce thème. Dans cette partie, nous allons voir les notions en rapport avec la gestion des conditions de travail. Pourquoi gérer les conditions de travail? Plusieurs raisons permettent aux gestionnaires des entreprises de gérer les conditions de travail, notamment les gestionnaires d'une entreprise se soucient ou doivent se soucier de la santé et de la sécurité de leurs employés. La santé, c'est important, la sécurité, c'est important pour garantir le bon fonctionnement de l'entreprise afin qu'elle atteigne sa performance. L'autre élément, c'est que les gestionnaires des entreprises se soucient du bien-être et ils s'investissent dans le bien-être de leurs salariés et cela a pour conséquence la satisfaction, leur satisfaction sur le lieu de travail. Si les salariés comptent ou ont une valeur dans les yeux du patron d'une entreprise, ils se sentent valorisés, ils se sentent eh, considérés et cela augmente leur satisfaction au service de l'entreprise même. Ensuite, les conditions de travail vont permettre d'augmenter la performance ou la productivité d'une entreprise. Dans de bonnes conditions, les salariés produisent et atteignent leur performance. Et dans de bonnes conditions aussi, l'entreprise améliore son image, améliore sa visibilité, améliore sa réputation auprès des autres, auprès de ses concurrents, par exemple. Et surtout, la gestion des conditions de travail est une nécessité pour que l'entreprise soit conforme aux exigences légales, que ce soit dans les cotisations sociales, que ce soit dans le respect de la réglementation, etc. Tout ça en termes de conformité, les entreprises doivent s'assurer de la bonne gestion des conditions de travail. Et donc, l'objectif est de pouvoir connaître les éléments de base pour améliorer les conditions, que ce soit de travail ou les conditions de vie. La question qu'il faut se poser avant d'entamer ce module, c'est de savoir en quoi consistent les conditions de travail et de vie et pourquoi et le comment de pouvoir les. Quelles sont les composantes des conditions de vie et de travail? Je vais passer par quelques définitions de ce qui sont les composantes des conditions de vie et de travail. D'abord, il faut comprendre que les conditions de vie, la vie d'un salarié, rappelez-vous, nous sommes dans le module de management des ressources humaines, la vie d'un salarié sur le lieu de travail implique les notions d'hygiène, les notions de santé, ainsi que les notions de sécurité. Et nous allons devoir essayer de comprendre ce que c'est l'hygiène, la sécurité et la santé sur le lieu de travail. L'objectif pour cela est de pouvoir gérer ces trois composantes pour assurer, maîtriser les risques professionnels, pour maîtriser les coûts et les pertes de performance, et cela dans l'optique d'éviter les accidents de travail et les maladies professionnelles. Comment alors gérer les conditions de travail? La gestion de travail, la gestion des conditions de travail implique la gestion de ces composantes, les composantes dont on vient de parler, la santé, la sécurité et l'hygiène. Et là, il faut aussi associer à la gestion de ces composantes le concept d'aménagement des postes de travail, l'ergonomie par exemple, qui est la notion ou la science qui vise à l'adaptation des conditions de travail à l'homme et non le contraire. C'est l'adaptation des conditions de l'homme à l'homme et non l'adaptation de l'homme aux conditions de travail. Et là, c'est une notion très importante dans la gestion des conditions de travail et qui est souvent associée à la notion de temps.
Et enfin, la gestion des conditions de travail implique la prévention individuelle et collective de ce que l'on peut qualifier de risques professionnels, de maladies professionnelles et des accidents de travail. Et on y revient dans un instant. Commençons par définir ce que c'est l'hygiène. L'hygiène peut être comprise sous deux aspects, l'hygiène du travail et l'hygiène au travail. Je vais donner quelques exemples pour comprendre la différence entre l'hygiène du travail et l'hygiène au travail. L'hygiène du travail, c'est l'hygiène du milieu dans lequel le salarié, l'employé travaille, l'hygiène du milieu, tandis que l'hygiène au travail vise à la propreté des individus. Voilà, il y a une certaine différence, mais aussi complémentarité. Quant à la santé, nous définissons la santé au travail, mais aussi la santé du travail. La santé au travail, c'est par exemple quand l'entreprise se soucie de la vie des salariés, de ses salariés en prévoyant des cantines où les salariés peuvent s'approvisionner. Quelquefois, c'est moyennant de l'argent, même d'autres fois, c'est l'entreprise qui paye pour ses salariés. Tandis que la santé du travail, c'est à la fois la bonne vie sur le lieu de travail, l'absence de maladie, l'absence d'infirmité, l'absence d'accidents. C'est ça la santé du travail. Et de l'autre côté, la santé du travail implique le fait, par exemple, d'être garanti que son travail va durer. Ici, je parle de contrat à durée déterminée ou indéterminée. Quelqu'un qui a un contrat à durée déterminée n'est pas en bonne santé du travail que quelqu'un qui a un contrat à durée indéterminée, et cela dans certaines circonstances parce que les contrats, ça dépend de la personne qui accepte. Quant à la sécurité, il y a la sécurité au travail et la sécurité du travail. La sécurité au travail, c'est quand l'entreprise essaie de protéger les salariés contre soit les nuisances, contre les bandits, contre les blessures, etc. Et quant à la sécurité du travail, c'est que quelqu'un qui a été embauché là est sûr de percevoir par exemple son salaire à la fin du mois. Quand il a signé un contrat à durée déterminée, c'est que il est sûr que ce contrat va courir jusqu'à la fin de ce contrat. Le contrat à durée indéterminée, qu'il y ait de bonnes conditions, que l'on respecte les clauses de contrat. Voilà les quelques exemples de définition pour pouvoir expliquer les composantes des conditions de travail et de vie. On ne peut pas parler de conditions de travail, conditions de vie sans parler de risques professionnels. Et les risques professionnels sont définis comme étant des probabilités qu'un fait ou un événement puisse se mettre en place, ou bien qu'une personne puisse être atteinte, ou qu'un groupe de personnes dans une situation dangereuse puisse se retrouver peut-être dans une situation dangereuse dans le cadre de l'exercice de leur fonction. Tout simplement, il faut comprendre que les risques professionnels, c'est quand un salarié se trouve ou se retrouve dans une situation où il ne peut pas gérer et qu'il fait face il est en train de faire face à une situation dangereuse qui peut provoquer quelque chose de nocif, de nuisible à sa vie, à sa santé, que ce soit au travail ou la santé du travail. Expliquons avec un peu de détails ce que sont les risques et un peu de clarification pour comprendre, par exemple, que le risque est une éventualité pour la personne de rencontrer un danger. L'exemple d'un risque que nous avons choisi pour mieux comprendre, c'est le risque de glissade sur le sol mouillé, ou bien le risque d'inhalation des produits chimiques nocifs, ou le risque d'électrocution. Le risque de glissade sur le sol, quand quelqu'un glisse
qu'est-ce qu'il est, et c'est un exemple de risque, tandis que peut-être c'est dû au sol qui est mouillé, le risque d'inhalation des produits chimiques nocifs, par exemple, quelqu'un qui travaille dans une entreprise de biochimie, de chimie, et une entreprise chimique, le risque d'électrocution, par exemple, pour des gens qui travaillent dans le domaine de l'électricité. Le risque est souvent lié à un dommage. Un dommage, alors, c'est quoi? C'est un préjudice qui est subi par la personne. Par exemple, il y a le risque de glissade. Quand il y a risque de glissade lié au sol mouillé, le dommage qu'il peut y avoir, c'est la fracture. Donc, il y a un lien entre le risque et le dommage. L'exemple de risque de glissade peut provoquer une fracture. Le risque d'inhalation des produits chimiques peut provoquer des maladies. Le risque d'électrocution par le courant électrique peut provoquer des décès. Voilà, il y a un lien qui s'établit entre le risque et le dommage. Mais aussi, il y a un lien qui s'établit entre le risque, le dommage et le danger, puisque le danger est défini comme étant la propriété intrinsèque qu'une situation d'un produit, d'un équipement susceptible de causer un dommage. Vous voyez, il y a dans la définition du danger le mot dommage qui revient. C'est à travers les exemples que l'on peut mieux comprendre le lien entre le risque, le dommage et le danger. L'exemple du danger, c'est la présence de l'eau sur le sol. C'est ça, c'est quoi? C'est le sol qui est mouillé ici. La présence de cette eau sur le sol, la présence d'un sol mouillé, c'est un danger qui fait que il y ait une augmentation, qui fait qu'il y ait une éventualité, une probabilité de subvenir du fait qu'une personne et ou bien rencontre un danger. Et là, le risque va vers la provocation de ce qu'on appelle le dommage qui est le préjudice. Et là, on voit qu'on part du danger et puis du risque et on clôture par le dommage. Le danger, c'est quand il y a cette propriété, par exemple, le sol est mouillé. Et quand le sol est mouillé, le risque qu'il y a, c'est que la personne peut glisser. C'est le risque de glissade. Et quand le risque de glissade est là, qu'est-ce qui peut être le dommage? Le dommage, c'est la fracture d'une jambe, par exemple. Je crois que vous avez compris la différence et sinon la complémentarité entre le risque, le dommage et le danger. En avançant un tout petit peu, on arrive sur les accidents de travail. Un accident de travail est un accident qui est, quelle que soit la cause, un accident qui survient à un travailleur par le fait ou à l'occasion du travailleur. En expliquant ce que c'est l'accident qui survient par le fait ou à l'occasion du travail, c'est-à-dire que, par exemple, si je suis en train d'enseigner et que je traverse les rangées et que, par exemple, une lampe ou une tube ou je sais pas quoi tombe sur ma tête et que je me casse la figure, c'est là, ça s'appelle un accident non, c'est un accident à l'occasion du travail parce que j'étais en train d'enseigner. Donc, j'ai eu un accident quand j'étais en train d'enseigner. C'est l'accident à l'occasion du travail. Et l'accident par le fait du travail, c'est par exemple quand je suis enseignant et que je ne suis pas en train d'enseigner, mais par contre, je suis dans la cour en train de causer et que par exemple, il y a, je sais pas, glissade ou bien, je sais pas, il y a une pierre qui casse mes orteils. Et là, c'est un accident qui survient parce que je suis sur le lieu de travail, même si je ne suis pas en train de travailler. Voilà la différence entre cet accident qui survient à un travailleur par le fait ou à l'occasion du travail. C'est aussi un accident survenu sur le trajet d'aller et de retour entre la résidence habituelle du travailleur et le lieu où il effectue son travail, où il prend ses repas, où il perçoit son salaire. Et là, il ne faut pas que le trajet soit interrompu ou détourné pour un motif dicté par un intérêt ou indépendant de l'emploi. Donc, l'accident qu'un employé rencontre
quand il rentre de son service, ça c'est un accident de travail. Mais quand quelqu'un rentre de son service et qu'il passe par le bistrot, par le cabaret et que le casse la figure, ça ce n'est pas un accident de survenu dans le trajet parce qu'il a été interrompu ou détourné par un motif d'intérêt personnel. Et l'accident survenu le premier jour de départ de congé et le dernier jour de retour de congé est aussi assimilé à un accident de travail. Donc, quand tu es sur la route vers ta maison et que tu rencontres un accident, et là, c'est un accident de travail, ou bien quand tu reviens du congé. Enfin, la troisième notion, à part les maladies professionnelles, les risques professionnels, les maladies, les accidents de travail et les risques professionnels, nous avons les maladies professionnelles. Les maladies professionnelles sont des maladies qui sont liées à une activité professionnelle. Il faut qu'il y ait un lien de causalité entre la maladie, le malade qui est là, les symptômes, son état et la profession qu'il ou elle a exercée pendant X temps. Et ça doit être prouvé par le médecin. Pour avancer un peu plus, il faut améliorer les conditions de travail à travers l'aménagement des postes de travail. C'est ce que nous appelons l'ergonomie. Et l'ergonomie est définie comme étant cette science des conditions de travail et de l'adaptation des machines à l'homme. Comprenez bien que c'est l'adaptation des machines à l'homme et non l'adaptation de l'homme à la machine. Parce que souvent, les entrepreneurs, souvent les chefs d'entreprise, et font de l'inverse. Ils adaptent l'homme à la machine, ce qui n'est pas bon pour l'aménagement des postes de travail. C'est aussi une sorte de compréhension des interactions qui existent entre les hommes et les autres éléments dans le système de travail. Et comment est-ce que un employé exprime ses ressentis? Comment est-ce qu'il vit son travail? Quelles sont les conditions dans lesquelles il travaille? Les entreprises doivent essayer d'améliorer ces conditions de travail et les adapter à la vie des salariés, les adapter aux salariés. C'est une profession qui implique aussi les théories, les principes, les données, les métadonnées, les méthodes, le but d'optimiser le bien-être des hommes. Comprenez bien que le but de l'ergonomie, le but de l'aménagement des postes de travail, l'aménagement des conditions de travail est d'optimiser le bien-être des hommes et la performance des systèmes dans son ensemble. Ici, il s'agit sur cette science ou cette profession agit sur les déterminants en proposant une approche originale de la santé au travail. Souvenez-vous de la définition que nous avons donnée au concept de santé au travail et ce qui ouvre de nouvelles perspectives d'action pour le. Et donc, l'aménagement du temps, des conditions de travail peut aussi impliquer l'aménagement du temps de travail à travers la mise en place d'une organisation permettant d'adapter le temps de travail des salariés aux variations de l'activité de l'entreprise. Donc, les entreprises doivent être bien outillées pour le planning du temps de travail des salariés, quitte à ce que les salariés motivés. Et là, nous avons deux principes qui doivent être appliqués, à savoir, premièrement, la flexibilité, c'est-à-dire la conciliation des nécessités de fonctionnement de l'entreprise avec les aspirations des salariés. Donc, dans la flexibilité, les entreprises doivent rester un peu plus retenues par rapport aux exigences, à certaines exigences qu'elles donnent aux employés. Deuxième principe, c'est la modulation qui veut dire la répartition des heures de travail sur toute ou une partie de l'année. Donc, le planning, c'est vraiment quelque chose qui va permettre d'aménager de travail. Et donc, avant de terminer, nous parlons de la qualité de vie au travail. Et ça, c'est une des notions très importantes dans la gestion des conditions de travail. Et elle veut
elle veut créer un espace d'équilibre entre la satisfaction des salariés et la performance de l'entreprise. Et ça fait souvent l'objet de recherches. On essaie de faire une liaison, d'étudier le lien entre les personnes, les salariés qui sont satisfaits et la performance de l'entreprise. Est-ce que les salariés qui sont satisfaits conduisent l'entreprise vers la performance ou non? Ici, dans la qualité de vie au travail, 4 types d'enjeux sont souvent relevés, à savoir l'enjeu économique. Et l'enjeu économique implique la compétitivité améliorée. Et donc, les entreprises qui investissent dans la qualité de vie au travail visent la compétitivité, l'amélioration de la compétitivité, parce que les personnes qui sont bien dans leur boulot, dans leur fonction, restent beaucoup plus compétitives et cela a une valeur économique. Deuxième type d'enjeu, c'est l'enjeu social avec la notion d'équilibre relationnel. Il faut bien garder l'équilibre de la relation entre les employés d'une part et entre les employés et l'employeur d'autre part. C'est cet équilibre de relation qui va créer un bon climat social et ce climat social va permettre à l'entreprise d'atteindre sa performance. Il y a aussi l'enjeu individuel où il faut définir des rôles des acteurs qui sont pour que la production des acteurs soit optimisée. Enfin, il y a l'enjeu juridique où les entreprises sont soumises et subissent des pressions de la part des législateurs d'améliorer la qualité de vie des travailleurs qui sont dans l'entreprise. Et l'avantage pour l'amélioration de la qualité de vie au travail est qu'il y a une réduction de l'absentéisme. L'absentéisme, donc le fait que des salariés puissent s'absenter sur le lieu de travail et la réduction donc du turnover. Le turnover, c'est le rythme de remplacement des salariés et quand ce rythme est beaucoup plus intense, donc il y a un problème au niveau de la qualité de vie souvent et surtout la réduction des coûts. Ça, c'est aussi un avantage d'avoir une bonne qualité de vie au travail et un maintien et implication des salariés. Quand il y a une bonne qualité de vie au travail, les salariés il y a une rétention des salariés sur le lieu de travail, il y a aussi l'implication des salariés et à la production, au projet de l'entreprise. Il y a le dernier avantage qui est la prévention des risques psychosociaux. Dans certains pays européens, et quand la qualité de vie au travail n'est pas bonne, les gens se suicident. Vous vous souvenez peut-être si vous l'avez entendu. Une sorte de résumé, c'est de dire comment alors gérer les conditions de travail. Plusieurs stratégies peuvent permettre de bien ou de mieux gérer les conditions de travail. Notamment, premièrement, il y a l'évaluation des risques professionnels. Ça, c'est une stratégie qui vise à s'assurer que les risques professionnels ne tâchent pas ou n'entachent pas la réputation d'une entreprise et de les éviter, les anticiper au mieux. Deuxièmement, la gestion des conditions de travail peut se faire à travers l'organisation des formations et la sensibilisation de toutes les parties prenantes, que ce soit les employés aussi que les employeurs. En troisième lieu, la gestion des conditions de travail se fait à travers l'amélioration de l'environnement physique, la création d'un bon climat de travail, la mise en place ou l'établissement d'une bonne politique du bien-être au service de l'entreprise. Tout ça, c'est des stratégies pour gérer les conditions de travail. Mais aussi, la gestion des conditions de travail peut passer par la mise en place d'une communication efficace, ouverte, qui permet une liberté d'expression au sein de l'entreprise, mais aussi le fait de faire participer les employés dans la prise de décision, dans les organes dirigeants. Tout ça, ça permet de bien gérer les conditions de travail et surtout, à ne pas oublier le suivi et l'évaluation qui vont permettre de s'assurer que les conditions de travail sont les bonnes, sont les meilleures
et pour atteindre les performances escomptées. Dans cette toute dernière partie de notre cours sur la gestion des ressources humaines, nous avons passé en revue les notions en rapport avec la gestion des conditions de travail. En tout, dans cette formation, dans ce cours sur la gestion des ressources humaines, nous aurons vu la définition de certains concepts clés. Nous avons vu ensuite le recrutement et la gestion des dossiers du personnel pour aborder la notion en rapport avec la gestion administrative qui comprenait la paye et la gestion de carrière avant de parler de l'évaluation qui aboutit à la formation des collaborateurs et nous venons de clôturer par des notions en rapport avec le travail d'équipe, la motivation des collaborateurs, la gestion des conflits, la gestion des relations sociales au travail, ainsi que la gestion des conditions de travail. En tout, ce module sur la gestion des ressources humaines aura servi à apprendre comment gérer le personnel au sein d'une entreprise et je vous remercie.